On présente toujours les crises comme des catastrophes naturelles. On fait croire que les prix fluctuent comme des températures à la météo. On répète qu'une concurrence libre et non faussée serait le remède miracle à nos problèmes. Pourtant, nous savons qu'il existe un lien secret entre notre précarité grandissante et l'enrichissement des possédants. À l'époque où nos grands-parents leur arrachaient de grandes conquêtes sociales, les idées politiques étaient nettement plus claires, plus opérationnelles. Aujourd'hui, après plusieurs décennies de recul idéologique, de perte de repères chez les travailleurs, les fondamentaux de Karl Marx doivent être redécouverts. Il faut remettre à jour les ressorts internes du capitalisme pour mieux le combattre. Rien ne vaut bien sûr la lecture attentive du Capital, mais nous allons tenter d'en dessiner les grands traits en guise d'introduction. Accrochez-vous, c'est parti! Le F veut dire qu'elle est finie de traire. Et les 11 litres, c'est le litrage qu'elle a donné. J'ai 11 litres de lait ici. Elle a donné 14,5. Celle-là 12,7. Celle-là 15,3. Force est de constater qu'ici tout a l'air d'aller. On a des élevages qui sont beaucoup plus performants. Et si avant une truie donnait naissance l'année à 12-13 porcelets, maintenant on arrive à des chiffres de 20-25 porcelets l'année. Ils sont vraiment dorlotés. Moi je dis qu'ils sont dans un hôtel. Ici aussi tout va bien. Vous n'avez jamais vu un poulailler. Mais voilà. Donc c'est une poule qui aura pondu à peu près 300 œufs par an, sur l'année, quoi. Ici non plus, rien à signaler. Alors on avait commencé à penser à faire un 20 000 poules, à 40 000, à 50 000, à 60 000, et pour finir, on t'arrête à 60, mais enfin, on a encore fait plus gros. Encore plus gros? Mais pourquoi? C'est la tendance de vouloir grandir pour diminuer les frais. Mais finalement, en fin de compte, on se rend compte que ça coince quelque part. De plus en plus, on est arrivé à un prix où on est vraiment sur la corde raide. Ça veut dire qu'on est tout le temps à la limite de ce qu'on peut gagner. Ça veut dire qu'à l'heure, on ne gagne pas assez. La seule porte de sortie, c'est de s'agrandir. Mais le dilemme, c'est qu'aujourd'hui, on voit que même en s'agrandissant, on a difficile d'en sortir. En 12 ans de temps, on n'aura travaillé que pour les banques, pour réaliser à payer les cash. Vous avez posé la question vous-même, pourquoi continuez-vous à produire à perte? Tout simplement non, on ne produit plus à perte. Il y a des gens qui ont arrêté. Il y en a 2 ici dans le village toute l'année passée, qui étaient pratiquement tout seuls et que les enfants ne voulaient pas faire ça, alors ils ont arrêté. Mais comment ça se fait que les agriculteurs gagnent de moins en moins bien leur vie en vendant leurs produits, alors qu'au supermarché, la vie reste chère? À l'étal, lorsque la ménagère va faire ses courses, le prix de la viande a augmenté. Alors que chez nous, au départ, où on vend, on est à la baisse. Donc tous nos prix sont à la baisse. Le prix qu'on touche n'est pas lié à ce que nous, on dépense pour le produire. Vous pouvez très bien toucher moins que ce que ça vous coûte. Donc il y a quelque chose qui n'est plus normal dans le système. C'est les intermédiaires qui en prennent plein leur poche. Je vous expliquais tantôt là, que le lait avait augmenté assez bien au mois de novembre, et puis maintenant il rechute, mais ça ne rechute pas dans les magasins, quoi. C'est ça le gros problème. Donc qui empoche tout ça? Les prix d'une marchandise varient entre les marques, entre les magasins pour une même marque, entre les pays ou les périodes d'un même pays. Ce qui fixe ces prix est extrêmement complexe.
Mais comme pour toute analyse scientifique, il faut repartir de la forme la plus simple, de la forme d'origine du phénomène, pour retrouver comment il s'est progressivement compliqué. L'une des lois de la théorie marxiste, c'est-à-dire du matérialisme dialectique, est en effet de toujours considérer l'objet d'étude dans son mouvement, son évolution, sa complexification, partant d'une forme simple initiale. D'abord, qu'est-ce qu'une marchandise? Ce n'est pas n'importe quel objet, et ce n'est quelquefois pas un objet du tout. Un litre de lait, s'il est bu par son producteur, s'il n'est pas échangé, n'est pas une marchandise. On dit que c'est une valeur d'usage. Elle satisfait un besoin vital, une envie superflue, mais se consomme toujours jusqu'à disparaître après usage. En ce sens, c'est une valeur finie. Mais le litre de lait peut devenir une marchandise si celui qui l'a produit ne le consomme pas, mais l'échange contre autre chose. D'une qualité liée à sa consommation directe, l'échange lui impose d'être quantifié. C'est ce qu'on appelle la valeur d'échange. Il y a au départ une contradiction au sein de la marchandise entre une valeur d'usage, qualitative, et une valeur d'échange, quantitative. Comment mesurer une telle quantité? Si on est matérialiste, on considère que cette valeur abstraite ne peut être arbitraire ou fictive. En somme, ce n'est pas son caractère abstrait qui la rend subjective. Les marchandises qui s'échangent n'ont pourtant strictement rien de commun, si ce n'est d'avoir été produits ou mis à disposition par un travail humain. Ce travail humain, lui, est quantifiable puisqu'il est objectivement une dépense d'énergie, une dépense de force de travail bien humaine, physique, psychique. Le travail humain est le seul ingrédient à la production de toute marchandise qui soit commensurable, c'est-à-dire qui puisse permettre une comparaison quantitative entre ces marchandises en termes de valeur d'échange. Un travail humain est un processus identifiable qui a pour résultat une chose finie, consommable, échangeable, la marchandise. Ce travail est dit concret. Cependant, une quantité de travail donnée doit s'abstraire des gestes concrets auxquels il correspond pour se mesurer à un autre qui a produit une autre marchandise. Cette dépense d'énergie complexe est appelée travail abstrait. Elle est la seule unité de mesure, forcément abstraite, permettant des échanges commensurables entre producteurs spécialisés. Premier problème, le prix d'une marchandise a tendance à baisser avec le développement des techniques de production et des savoirs. Celles-ci peuvent simplifier le travail physique ou psychique du travailleur par unité produite, sans que le salaire journalier ne baisse proportionnellement. Il y a donc une deuxième dimension à la quantification de la force de travail, sa complexité. En incluant, pour la durée du processus de production, des techniques de plus en plus complexes historiquement, un savoir-faire de plus en plus complexe réparti entre un nombre croissant d'individus, la marchandise incorpore deux dimensions du travail, sa durée, ou travail simple, et l'ensemble des techniques qu'elle a mises en jeu entre elle et le travailleur, ou travail complexe. On peut objecter que les travailleurs ne sont pas des machines ou des clones et que leur force de travail, leur habileté, leur endurance sont disparates. Des objets créés par deux artisans différents au Moyen Âge pouvaient avoir un prix différent à cause de telles différences de dextérité ou de savoir-faire. Mais la production industrielle actuelle moyennise fatalement toute valeur d'échange produite en masse. On parle alors, pour quantifier la valeur d'échange d'une marchandise, d'un temps de travail socialement nécessaire. Plus la production est massive et industrialisée, plus ce temps abstrait se stabilise autour d'une moyenne identifiable. Celle-ci n'est pas du tout abstraite ou arbitraire. C'est d'ailleurs la fixation d'un prix qui donne l'illusion que nous échangeons des marchandises,
alors qu'en réalité ce sont des temps de travail que nous échangeons. Marx parle de fétichisme de la marchandise, dont le prix donne l'illusion qu'il désigne la chose en soi et non les forces qui l'ont produite. Confondre valeur d'usage, forcément relative, subjective, volatile d'un utilisateur à un autre, et valeur d'échange, nécessairement commensurable et déterminée, est à la base de toutes les théories libérales fondées sur un tel fétichisme. Ces inévitables prix vont compliquer l'étude, puisque l'argent lui-même naît de cette nécessité d'échanger des marchandises tout en donnant l'illusion qu'il se rapporte à l'essence de ces marchandises. La monnaie ressemble ainsi à une valeur en soi, alors qu'elle ne crée aucune valeur par l'échange. En fait, elle n'est pas une richesse, mais une mesure de richesse. Avec l'apparition des monnaies dans l'histoire, des dépenses plus complexes sont désormais possibles. Paiement d'impôts, de loyers, de rentes, et aussi de salaires. Le travail, à l'origine des valeurs d'échange qui fondent toute croissance, devient progressivement de plus en plus dissimulé, contre-intuitif. Cette complexité va d'ailleurs profiter à ceux qui accumulent des richesses. Le capitalisme peut désormais s'installer. Mais la circulation des marchandises, le commerce, ne crée en aucun cas de la valeur supplémentaire. Si c'était le cas, ces créations de valeurs fictives s'annuleraient du fait même que la circulation se réalise au sein d'une population où chacun échange ce qu'il produit. Regardons donc comment la valeur grandit ou non pendant l'échange. La première étape d'un tel échange est la vente. La marchandise est vendue à un prix correspondant au temps de travail socialement nécessaire qu'il a produit. Dans un second temps, comme la vente a transformé la marchandise en une somme d'argent, celle-ci peut être échangée contre une quantité donnée d'une autre marchandise, quantité relative au temps de travail socialement nécessaire à la production de cette dernière. C'est l'achat. La monnaie a rendu possible la division de l'échange en deux étapes distinctes. Aucune valeur supplémentaire n'a été produite dans ce processus simple. Le capitaliste va pouvoir à son tour procéder à ce type d'échange en deux étapes séparées, mais en inversant la logique. Pour lui qui ne consomme pas la marchandise qu'il fait produire, c'est d'abord une somme d'argent accumulée auparavant, souvent par l'héritage, le vol ou la rente, qu'il transforme par la production en marchandise vendable. Mais la somme reçue de la vente de cette marchandise est supérieure à la somme investie. Dans une société où les capitalistes sont en concurrence pour la vente de leurs marchandises, le vol ne peut être le moyen d'expliquer le bénéfice réalisé. En effet, si l'un augmente indûment le prix de vente, ses concurrents pratiqueront immédiatement un prix plus faible pour écouler leur stock et sécuriser le retour sur leur investissement. Le prix plus ou moins stable qu'atteint la marchandise sur le marché devient incompressible au bout de ce processus, et les capitalistes, tendanciellement, puisqu'ils sont en concurrence, ne peuvent plus voler le consommateur. Il faut donc expliquer le bénéfice réel par autre chose que le vol pur et simple. Et la seule approche scientifique, matérialiste, consiste à rechercher dans le processus de production de la marchandise quelle est la composante achetée, la matière première qui peut produire plus de valeur que le prix auquel le capitaliste l'a achetée. En d'autres termes, il faut trouver une marchandise dont la valeur d'usage est contradictoirement de créer de la valeur. Cette marchandise particulière n'est autre que la force de travail des travailleurs loués par le capitaliste. La reconstitution de cette force nécessite des valeurs d'usage avec lesquelles le travailleur moyen va pouvoir vivre quotidiennement, faire vivre sa famille, etc. Dit autrement, tout ce qui va manquer à son existence, même ses nécessaires dépenses de loisirs,
affectera le renouvellement de sa force de travail. L'ensemble de ces marchandises, permettant aux travailleurs en moyenne de revenir chaque jour au travail avec une force de travail optimale, c'est le salaire. Tandis que la marchandise achetée par le patron sous forme de salaire est bien la force de travail et non le travail lui-même. En effet, de même qu'on ne saurait donner une température à la chaleur ou un poids à la pesanteur, selon la formule d'Engels, on ne peut a priori donner une valeur fixe, le salaire, à un processus mouvant, créateur de valeur, le travail. Et c'est pourtant ce qui se fait. Le bénéfice est donc une plus-value ou survaleur, vol correspondant à la valeur du travail réalisé, retranché du prix fixe de la force de travail, le salaire. Le problème n'est pas dans l'accumulation de richesses, dans la croissance, la production de valeurs d'échange, mais ce que la société fait de cette richesse. Le capitalisme ne se définit pas par l'existence de capitaux seulement, mais par la propriété privée des moyens de production qui permettent d'amasser ces capitaux pour une poignée d'hommes au détriment des autres. Cependant, si le seul vol fondamental existant sous le capitalisme est celui d'une partie de la force de travail, il reste à expliquer pourquoi ce mécanisme conduit aux crises systémiques actuelles. En quoi ces crises ne sont pas des intempéries passagères, mais au contraire les conditions mêmes d'existence du mode de production capitaliste. Distinguons d'abord dans le capital global d'un capitaliste la partie qui produit de la survaleur et celle qui n'en produit pas. L'une est le capital variable, celui qui grandit parce que son usage crée de la valeur. L'autre est le capital constant, celui qui est acheté et s'use jusqu'à rendre toute la valeur qu'il avait coûté au départ. Ce sont les matières premières, les machines-outils, sujets à l'usure et à la maintenance, les locaux, sujets à réflexion, même s'ils sont possédés. Le capital variable, c'est la force de travail vivant que le capitaliste a loué par le salaire à des travailleurs. C'est ce capital-là qui permet la création de valeurs nouvelles. L'accumulation du capital correspond à un développement spiral qui reproduit le processus de transformation A-M-A', en ajoutant à chaque cycle une plus-value supplémentaire. Dans un cas d'école où nous considérons un capitaliste isolé détenant une usine, il peut se contenter de jouir pleinement d'une telle rente, grossissant à chaque cycle. Mais le mode de production capitaliste est une mise en concurrence féroce entre capitalistes. Tous ceux qui ne tiendront pas dans la guerre économique seront éliminés. Il faut donc, pour dépasser les autres dans la course au profit maximum, réinvestir le plus possible cette plus-value dans l'accroissement du capital lui-même. Pour comprendre comment cette course au profit maximum fonctionne, reprenons la méthode matérialiste dialectique. Il faut d'abord revenir au mécanisme simple d'une journée de travail. Celle-ci est payée au travailleur à hauteur de la reproduction de sa force de travail, c'est-à-dire pour une partie seulement de cette journée, qu'on appelle temps de travail nécessaire. Le reste de la journée correspond à un temps de travail gratuit, dont seul le patron bénéficiera et qu'on appellera la plus-value. Trois stratégies s'offrent alors au patron pour maximiser cette plus-value. La stratégie la plus simple, la plus évidente, c'est d'augmenter le temps de travail quotidien pour augmenter le temps de travail gratuit qu'il inclut. C'est la plus-value absolue. Mais il est également possible d'augmenter les cadences, la productivité du travail sans élever le salaire horaire. Cela réduira le temps nécessaire à la reproduction de la force de travail et augmentera donc relativement le temps de travail gratuit quotidien. C'est la plus-value relative. Travailler autant mais plus d'heures ou travailler plus intensément mais pendant autant d'heures
voilà deux méthodes qui augmentent tout aussi brutalement l'exploitation des ouvriers, donc la création de valeur. Enfin, à la marge, et toujours ponctuellement, une plus-value extra peut être extraite par un capitaliste qui a réussi à devancer ses concurrents sur une innovation technique, qui augmente la plus-value relative. Mais cette plus-value est éphémère. Après un certain délai, l'ensemble des concurrents a réussi à s'emparer de l'innovation technique, et le calcul de la plus-value se recale sur un temps de travail socialement nécessaire moyen. C'est alors en termes de lutte de classe que se pose la question. Il est clair que le capital variable est le seul créateur de valeur, mais c'est aussi le moins docile. Il faut donc le duper pour continuer à augmenter la plus-value sans risquer des pertes liées au mécontentement, aux grèves, etc. Au classique salaire horaire, le salaire au temps, on ajoutera selon les possibilités de nouvelles formulations du salaire. Le salaire à la pièce, qui lui fera croire qu'en travaillant plus, il gagnera plus, alors que le temps de travail socialement nécessaire est déjà évalué sur la base d'une exploitation globale maximale. Cette plus-value relative, arrachée par une recherche de consentement des travailleurs, ne sera évidemment pas redistribuée de plein gré par le patron, qui doit prioritairement rentabiliser son capital. Le salaire à la prime ou à l'intéressement au capital feront croire aux travailleurs qu'il gagnera plus, comme le patron, désormais sur le même bateau, alors que ces suppléments ne seront qu'une partie du même salaire, beaucoup plus volatile que la base salariale, et qui diminuera finalement avec le temps pour retrouver le salaire initial. Des objectifs de production non atteints parce que inatteignables seront alors autant de prétextes pour baisser ou annuler de telles pseudo-primes. Bref, toutes les formes dites modernes de salaire ne sont que des masques du salaire au temps. Nous restons donc toujours dans une double stratégie de maximisation de la plus-value, absolue ou relative. Nous débouchons sur une contradiction apparente, qu'il faut bien identifier. Nous avons vu qu'une entreprise produit de la survaleur grâce à son capital variable, c'est-à-dire à ses travailleurs. Or, les crises du capitalisme se caractérisent par une destruction de force de travail, chômage de masse, faillite, exclusion, voire guerre prédatrice et meurtrière. Comment Marx résout-il cette contradiction apparente ? Le capital d'une usine n'est pas uniforme. Ce n'est pas une simple masse d'argent, mais une accumulation de valeurs produites qu'on peut mesurer avec de l'argent. Dans cette accumulation de valeurs, les entreprises en concurrence, selon leur histoire, leur branche de production, leur localisation géographique, ont investi plutôt dans les hommes ou plutôt dans les machines. On peut caractériser ces différences par un rapport qu'on appellera composition organique du capital. Cette composition correspond au rapport entre le capital constant et le capital variable. Plus le capital variable est important par rapport au capital constant, plus cette composition organique du capital est basse. Au XXe siècle, par exemple, les capitaux français s'amassaient sur l'exploitation d'une main-d'œuvre corvéable à merci et illimitée au sein de son empire colonial. La composition organique y était basse globalement. Dans la capacité d'une telle manne après leur défaite en 1918, les capitalistes allemands de la même époque ont surinvesti dans des innovations techniques et dans les machines. Leur composition organique était élevée. Or, c'est bien le rapport de la plus-value sur ce qui la génère directement, le capital variable, qui indique la rentabilité réelle d'une entreprise dans sa course au profit maximum. Cet indicateur est appelé par Marx le taux de plus-value. Dans l'exemple cité, il était haut en France et bas en Allemagne. Mais la rentabilité du capital global, c'est-à-dire la plus-value par rapport à la totalité du capital investi, capital constant improductif inclus, est ralentie par ce dernier. C'est ce qu'on appelle le taux de profit.
Une composition organique du capital en hausse, dans le cas d'un investissement massif en machines ne s'accompagnant pas d'embauche, comme c'est le cas en général, baisse donc le taux de profit de l'entreprise, c'est-à-dire la rentabilité du capital global. Cependant, ce même investissement en machines va augmenter la productivité de l'entreprise, par rapport à un concurrent resté en composition organique basse, plus immédiatement rentable. De ce fait, les marchandises produites en bien plus grande quantité par jour vont perdre en valeur unitaire, puisqu'elles sont produites avec la même main-d'œuvre, mais avec un capital constant, un travail mort plus massif. L'afflux de cette masse de marchandises sur le marché va mécaniquement tirer leur prix de vente moyen vers le bas. Une marchandise vendue initialement 30 € pourrait donc être vendue transitoirement 20 € par cette entreprise à composition organique haute. Cela va lui permettre d'augmenter son prix de vente entre 20 et 30 € pour doper son bénéfice. Cette baisse artificielle et transitoire du prix du marché, disons à 25 €, va permettre à une entreprise à haute composition organique de compenser la baisse de son taux de profit. Mais entre-temps, l'entreprise à basse composition organique, à fort taux de profit sur un prix de marché stable, va devoir écouler son stock à perte en dessous de 30 € pour rester compétitif. Les entreprises à haute composition organique bénéficient alors d'un transfert global de valeur qui défavorise paradoxalement les entreprises productrices de la grande masse de la plus-value. Cette course devient une course à la surproduction, une fuite en avant en total déphasage avec les capacités d'absorption des consommateurs, qui vivent tous sur des salaires par définition limités. L'accumulation anarchique de marchandises qui débordent du marché déclenche des ruptures brutales, des phases de destruction massive de forces productives pour réajuster la production aux possibilités de consommation. Des crises de surproduction éclatent sporadiquement. Elles sont cycliques et, comme nous l'avons vu, congénitales au capitalisme. Marx le dit ainsi: « Les crises ne sont jamais que des solutions violentes et momentanées des contradictions existantes, de violentes éruptions qui rétablissent pour un instant l'équilibre rompu. » Ces crises ont émaillé l'histoire du XIXe et du XXe siècle jusqu'à nos jours. Chaque crise profonde a précédé une phase de redémarrage directement liée à cette destruction de forces productives en excès relatif. Grande dépression, guerre mondiale, tout fut bon pour faire redémarrer la machine infernale. Mais à quel prix? Malgré cela, les crises sont de plus en plus profondes, de plus en plus fréquentes, et la baisse tendancielle du taux de profit reste inexorable, comme l'avaient anticipé Karl Marx et ses successeurs. Bien des questions restent à poser sur le déclenchement, les formes ponctuelles, les mécanismes régulateurs et les contre-tendances illusoires que le capitalisme trouve pour répondre à chaque nouvelle crise. Mais personne n'a encore pu sérieusement contredire les bases de compréhension des symptômes du développement capitaliste décrites par Marx, et dont la forme ultime, l'actuelle, sera plus tard décrite par Lénine comme impérialiste. Au contraire, les États capitalistes s'efforceront autant que possible de dissimuler cette réalité sous des formes diverses. Raison de plus pour inviter à lire ou relire le célèbre Capital de Karl Marx.